9 mois sont passés, on arrive au port de la naissance. Moi, je me souviens qu'en tant que maman, il y avait de nouvelles questions qui me traversaient, avec ce sentiment très fort, ou cette conscience peut-être, qu'il allait passer d'un état à un autre. On parle d'une frontière entre la vie intra-utérine et la vie terrestre. Et oui, il y a plein de questions qui arrivent, mais il a été dans certains repères, avec des besoins qui étaient satisfaits, j'allais dire naturellement. Là, il va arriver sur Terre. On le sait, il va y avoir des manques, on va avoir à répondre à certaines choses, et ça devient un peu plus fébrile. Est-ce que tu peux... Alors, c'est sûr que j'aime bien l'idée du passage d'une frontière. Alors, la première chose, c'est qu'on a essayé de comprendre cette vie intra-utérine, cette complétude dans laquelle il vit. Et cette complétude, il faut tout de suite l'entendre comme un amour, comme un immense amour inconditionnel, avec cette mère universelle, cette mère penchée sur lui, attentive à lui, à tout son développement. Et donc c'est ça qu'il va perdre. Et il va perdre ça pour un amour humain qui, lui, est conditionnel. C'est-à-dire que autant l'amour de la vie intra-utérine est complet à travers cette mère, autant là, il va y avoir des conditions beaucoup moins agréables, on va dire. Et c'est normal, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de... C'est l'aventure de la Terre, c'est l'aventure de la conscience qui va commencer, donc c'est normal. Mais il faut comprendre qu'il quitte un amour extrêmement sécurisant pour un amour moins sécurisant, voire dans certaines circonstances très insécurisant. Alors, il est équipé, on l'a vu, pour découvrir le monde, pour explorer le monde, mais il va falloir un certain nombre de conditions pour que ça se fasse. Mais là, on n'en est pas encore là, là on est dans la naissance et dans le passage d'un amour à un autre amour. Alors, c'est vrai que parler de l'amour dans la vie intra-utérine, c'est un peu particulier parce que c'est une telle fusion que dans le terme amour, souvent, c'est une distance à franchir dans l'amour. Alors que là, c'est un amour-fusion, ce qui n'est pas de même nature. Là, il va y avoir une distance, et donc c'est tout l'apprentissage de l'amour, de franchir une distance que va faire cet enfant. Il va commencer avec la naissance, il va être séparé, il va commencer cette exploration. Donc, c'est vraiment... Pour lui, en tout cas, dans son vécu, la perte de cet amour sécurisant, pour un amour un peu inconnu et moins sécurisant, voire si les parents ne sont pas stables du tout, très insécurisant. Alors, quand on t'entend, on a presque un peu peur que cet amour lui semble un peu étroit. C'est vrai que c'est assez étonnant, c'est qu'en même temps, cet amour lui semble étroit, parce qu'il est étroit par rapport à ce qu'il a vécu dans la vie intra-utérine, et en même temps, il a confiance. Il a confiance parce qu'il sait que cette chose qui lui arrive, elle a été faite aussi, inscrite par cette mère universelle qui veille sur lui. Et donc, il ne comprend pas bien pourquoi ça doit se passer comme ça, pourquoi il doit passer d'un amour aussi sécurisant à moins sécurisant, mais pour lui, il le perçoit comme dans l'ordre des choses. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne lutte pas contre. Il essaie de s'adapter, mais il n'est pas contre cette chose-là. En fait, il va perdre cet amour inconditionnel de la complétude de la vie intra-utérine, mais on ne peut pas vivre sans amour. Alors ça, c'est extrêmement important ce que tu dis, parce que souvent, on ne se rend pas compte à quel point cette perte de l'amour de la complétude va être douloureux et nécessite en effet de se raccorder à un amour terrestre. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix, en fait. Ça, il n'a pas le choix. À partir du moment où il y a perte de cet amour, l'enfant ne peut pas vivre sans amour. Personne ne peut vivre sans amour, d'ailleurs, mais l'enfant particulièrement. Et donc, il est obligé de se tourner vers l'amour terrestre. Il n'a pas d'autre solution. Et c'est comme ça qu'il doit faire. C'est pour ça que plus les parents vont être équilibrés, sécurisants, mieux ça va se passer une fois qu'il sera né. Puisque là, on est encore avant la naissance, on est en début de la naissance. Mais ça, il faut vraiment l'entendre. Il a besoin de se relier, c'est vital. Et donc, il va être obligé d'accepter les conditions de l'amour proposé, consciemment ou inconsciemment, par les parents. Alors après, dans la naissance, il y a des choses qu'il va découvrir petit à petit. Il va découvrir le corps, il va d'abord découvrir son corps, parce que pour lui, dans toute la vie intra-utérine, c'est plutôt comme nous dans un rêve. Et on y reviendra sur cette image. Il va découvrir le corps, il va découvrir aussi l'espace, parce qu'il ne connaît pas l'espace, il est totalement dans l'ici et maintenant de la construction de son corps pendant l'embryologie, et il va découvrir le temps. Et ça va être des découvertes extrêmement frustres au départ, parce que il n'a absolument pas la même notion du temps et de l'espace que nous, et donc c'est des découvertes qu'il va faire petit à petit. Alors pour expliquer ça, on peut prendre l'image de la personne qui dort, qui rêve,
Et quand tu rêves, eh bien, tu as bien des images, tu vis bien, pourtant tu n'as pas la notion de ton corps, tu as très peu la notion du temps, un peu de l'espace parce que c'est une image, mais c'est extrêmement frustrant. L'analogie, pardon, avec le rêve est importante parce que ça permet de comprendre la naissance. Et en particulier au moment où on passe du rêve au réveil. Donc quand on rêve, eh bien, on a bien un corps. On ne peut pas dire que tu n'es pas dans ton lit pendant que tu dors. Et pourtant, toi, tu n'as pas conscience de ton corps, tu es dans des images. Eh bien, l'enfant vit quelque chose comme ça. Il est bien dans le ventre de sa mère, l'échographie le montre, mais son esprit est quelque chose qui se balade de façon beaucoup plus vaste, peut-être justement, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la construction de son être, dans la construction physique et psychique de son être. Quel est le film qu'il regarde? Ça, c'est quand même une grande inconnue. Alors après, dans ce réveil, je veux dire, ce réveil par les contractions, par le fait que le liquide amniotique a diminué, par les contractions, il y a quelque chose qui vient prendre contact avec sa peau, comme si ta femme te réveillait doucement parce que c'est l'heure d'aller au boulot, et que cette contraction, cette petite touche sur la peau, va produire un sentiment d'être là, cette fois-ci d'être dans quelque chose qui est son corps, bien sûr, et c'est ça les prémices du corps. Et au fil de l'accouchement, d'ailleurs, il va sentir à travers les contractions de plus en plus son corps. C'est pour ça que dans la mesure où c'est possible, il vaut mieux que l'accouchement se fasse par les voies naturelles, parce que dans la césarienne, cette partie manque, ce qui n'est pas gravissime, mais on peut faire avec, mais il manque cette espèce de pression sur le corps qui va permettre à l'enfant de prendre conscience de son corps, et du coup de mettre en route un certain nombre de fonctions plus facilement que par césarienne. La découverte de l'espace, alors là aussi, elle est extrêmement frustrante. C'est-à-dire qu'au moment où les contractions commencent et qu'il y a cette perte de cette complétude et qu'il doit aller vers l'amour humain, il y a quelque chose qui sait la direction. C'est comme s'il avait, à travers son corps, le sentiment vague du bassin de cette femme et qu'il savait que l'orifice est par là, que c'est par là que ça se passe, quoi. Et donc la seule chose, c'est la direction pour l'espace. Pour le temps, alors là aussi, c'est une notion qui est très très simple pour l'enfant. Il n'y a pas de temps. Donc chaque contraction est égale, sauf une seule chose, c'est qu'au bout d'1 heure de contraction ou 2 heures de contraction, comme lui aussi il fait des efforts pour naître, son corps s'use un peu. C'est comme un sportif qui, au bout d'1 heure de sport intense, eh bien, est un peu plus fatigué, n'arrive pas à faire la même chose que ce qu'il faisait avant. Donc le seul sentiment du temps qu'il a, c'est « mon corps n'est plus aussi pertinent, aussi efficace, ne me répond pas aussi facilement qu'il me répondait il y a 1 heure. » Et c'est comme ça qu'il rentre petit à petit dans le temps. Mais on sait très bien qu'après, il va falloir plusieurs années pour qu'il comprenne le temps, qu'il comprenne l'espace, et que ça va prendre pas mal de temps, justement. Donc on arrive le jour de l'accouchement, le jour J. Moi je m'en souviens comme d'un moment très particulier, où en même temps, oui, il y a quand même des inquiétudes devant cette expérience qu'on n'a jamais vécue, ou qu'on a déjà vécue, mais on sait que ça ne va pas être la même de toute façon. Et puis en même temps, on sait que ça va être un des moments inoubliables de notre vie. Dans différentes cultures, on parle d'initiation. Oui, donc en fait, j'aime bien le terme d'initiation parce que je crois que ce terme est un petit peu tombé en désuétude, il est un petit peu considéré négativement dans nos civilisations, qui aiment bien plutôt le confort, qui pensent que l'accouchement est un passage obligé et que finalement, plus vite on s'en débarrasse, mieux ça vaut. Alors qu'en fait, si on s'appuie sur l'expérience qu'ont pu produire les 3 trimestres, le premier, le deuxième et le troisième, on peut vraiment rentrer dans une initiation, pardon. Alors, cette initiation, dans le premier trimestre, elle a été préparée comment? Elle a été préparée en apaisant les douleurs du passé. Parce que si on n'apaise pas les douleurs du passé, on va faire des projections sur l'enfant de choses qui n'appartiennent pas à cet enfant. Et donc, on ne sera pas devant un accompagnement de la particularité de cet être, mais devant des projections personnelles qui vont formater cet enfant alors qu'il n'était pas fait pour ça. Donc, c'est très important, ce premier trimestre, de ce point de vue-là. Le deuxième trimestre, qui a appris à bien vivre l'instant présent, il va produire quelque chose de tout à fait important dans l'attitude des parents. C'est quelque chose qui est sécurisant et dynamisant. Bien vivre l'instant présent, c'est sécurisant et dynamisant. On en avait déjà parlé. Et le troisième trimestre, c'est celui qui prend en charge le futur, c'est-à-dire la responsabilité. Et donc, on arrive fort d'un passé apaisé, en principe, tout au moins
en partie, même si tout ça est un petit peu plus mêlé dans la réalité. On arrive aussi en sachant bien vivre l'instant présent, c'est-à-dire un univers dynamisant et sécurisant, et puis on arrive responsable. Et donc tout ça fait qu'on arrive à l'accouchement un peu différent de ceux qui arrivent avec une certaine désinvolture. Et donc l'accouchement, là, peut être vécu comme une véritable initiation. L'accouchement, c'est une initiation pour la mère, pour l'enfant, mais c'est une initiation, c'est un rite. Et comment ça commence en fait? Pour entrer dans cette initiation, il y a une attitude intérieure. C'est-à-dire que on parle, depuis le début, on parle d'amour, mais là, on va entrer dans le concret de l'amour. Et l'amour, ce n'est pas juste des mots, ce sont des actes. Si on rentre dans l'accouchement en ayant conscience, en effet, de ce qui se passe, en tant que père pour la mère et pour l'enfant, ou en tant que femme pour son enfant, on rentre dans qu'est-ce que je vais faire pour vraiment l'aider. Je sais ce qu'il traverse, je sais ce que ma compagne, ma femme va traverser, je sais ce que mon enfant va traverser. Qu'est-ce que je fais? Et c'est dans ce que je fais que se manifeste l'amour. Ce n'est pas dans des grands élans mystiques ou quel que soit. Et donc l'initiation va être dans ce que je fais. Et donc là, on va rentrer dans le concret de l'accouchement avec ce que va faire la femme et qu'est-ce qu'elle a à faire? Se décentrer d'elle-même pour se centrer sur le bébé. Et elle l'a appris au cours de la grossesse. Se décentrer, je répète, parce que c'est important, se décentrer de soi. C'est-à-dire, je ne suis plus le centre du... Ok, je vis mon accouchement, ok, c'est peut-être difficile, mais à côté, je pense à mon enfant. À côté, je suis en relation avec mon enfant. Et je sais que lui aussi, il fait un périple, je sais aussi qu'il vient de la complétude, qu'il doit me rencontrer, et je dois tout faire pour aussi lui faciliter les choses. Et donc, il y a quelque chose qui est du côté de la femme, et en même temps, bien sûr, tenir compte de son accouchement, d'elle-même, et en même temps de son enfant, des deux à la fois. Et ça, elle l'a appris à le faire, grâce au premier trimestre, au deuxième trimestre et au troisième trimestre. Et on verra à ce moment-là que le rôle du père aussi, il aura à se décentrer, puisqu'il aura à se centrer sur l'expérience que vit sa femme, sa compagne, et sur l'expérience que vit l'enfant. Donc l'expérience fondamentale, c'est se décentrer. Alors, moi, je me souviens que dans l'accouchement, en tout cas pour moi, il y a eu une expérience qui était très forte. C'est cette sensation presque d'être un avec l'enfant, une sensation de face à face. Je me souviens de moments où je sentais le corps qui descendait et en même temps le mien, complètement pris par cette expérience de l'accompagner et en imaginant comment je pouvais l'aider, où il en était. C'est quelque chose de très particulier. C'est vraiment une expérience à trois et il faut bien comprendre comment il y a une harmonie dans ces trois-là. Et en effet, il y a quelque chose qui appartient à la mère et à l'enfant, c'est l'expérience physique, c'est-à-dire que l'une va accoucher, l'autre va naître, et que donc il y a une expérience qui a lieu, comme tu l'as dit, en face à face. Ce face à face, c'est parce que en fait, ils vont vivre des expériences ensemble, la même expérience ensemble, extérieurement parce que la descente du bébé, la mère le sent et l'enfant aussi, et puis aussi psychiquement, il y a quelque chose qui est en écho, il y a une expérience en écho. Il y en a une qui va vers l'enfant et l'enfant va vers sa mère, si je pourrais dire. Même, c'est une image, mais elle a une réalité. C'est-à-dire l'un va vers l'autre physiquement et psychiquement. Et puis il y a le rôle du père qui est là-dedans, qui va être extrêmement important, parce que on sait très bien que dans l'accouchement pour la mère et dans la naissance pour l'enfant, ils sont tous les deux au bout de tout ce qu'ils peuvent. Ils donnent le maximum d'eux-mêmes, ils sont au bout de tout leur effort. Et ils ont besoin d'un soutien. Et le père est vraiment le soutien qui va permettre que l'expérience se fasse de façon plus facile. Et tu l'as très, très bien dit en disant « j'avais besoin de cette présence auprès de moi ». Donc en face à face et face à face, oui. L'expérience vécue dans l'accouchement de retrouver des forces alors qu'on est à un moment où on se sent épuisé va être quand même quelque chose d'hyper important dans la parentalité. Tous ces moments où on est très fatigué et qu'il faut s'occuper de l'enfant et que des forces renaissent. Ça fait tout à fait partie de l'initiation, ça. Ouais. C'est-à-dire que l'initiation, finalement, quel est le résultat? Ça produit deux choses. D'abord, une intimité physique et psychique entre la mère et l'enfant, principalement psychique, puisque la femme va découvrir qu'elle peut elle aussi percevoir l'enfant. Le fait de se décentrer de soi fait qu'on peut être en contact physique avec l'autre et qu'on perçoit aussi sa météo intérieure. Et la mère va, dans plusieurs situations, moi j'ai des femmes qui ont témoigné qu'elles percevaient des choses très intimes de ce qui se passait pour leur enfant dans la naissance. Et la deuxième chose qu'elles vont découvrir, c'est qu'il leur est donné des forces, comme tu l'as soulevé, des forces incroyables au moment de l'expulsion, qui est un moment difficile, après tout l'épuisement du travail, et que parce que leur enfant est en elle psychiquement, il va leur donner des forces incroyables pour l'expulsion, pour aider cet enfant à naître.
Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé, ohé. Le rôle du père, mon module préféré, à la fois c'est un rôle essentiel dans l'accouchement, dans la naissance de l'enfant, et à la fois c'est très récent que le père intervienne sur un accouchement en fait. Oui, c'est vraiment récent, c'est le terme exact. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'accouchement a été considéré comme à risque, à tort ou à raison d'ailleurs. Et donc les professionnels voulaient avoir les mains libres pour agir et que la présence du père n'était pas souhaitable. Et puis dans un deuxième temps, on s'est rendu compte que c'était quand même un peu dur de le séparer de sa compagne à ce moment-là. Et donc on s'est posé la question de quel pourrait être son rôle. Et petit à petit, bien, on a d'abord pris comme un soutien, au moins sa présence, même si elle était un peu, pas toujours à droite, elle était quand même un soutien, la simple présence. Et puis, parfois, on a proposé des choses qui étaient peut-être moins habiles, comme couper le cordon, même à titre symbolique, qui n'est pas forcément une chose compréhensible, pourquoi l'homme devrait séparer l'enfant de sa mère, alors qu'au contraire, il doit être quelque chose qui fait plutôt de la fusion. Voilà. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que l'homme, il était là depuis le début quand même. Et puisqu'il y avait une relation amoureuse qui avait attiré l'un vers l'autre, qu'ensuite il y avait eu quand même le rapprochement sexuel qui avait fait démarrer la grossesse, et qu'en plus il avait une place tout à fait particulière dans le cœur de cette femme, puisqu'elle l'a choisi comme compagnon. Il y a une relation intime entre eux, et donc ce qu'il va dire et faire va être entendu différemment de ce que peuvent dire et faire les professionnels. De ce point de vue-là, son rôle va être essentiel auprès d'elle, comme un support, pas sa seule présence d'ailleurs, et puis aussi parce qu'il va dire et faire au moment de la naissance et de l'accouchement. Pour moi, l'initiation sur la naissance de ma première fille, elle s'est, je vais dire, passée un peu à l'envers, c'est-à-dire que je savais ce que c'était qu'un accouchement, je savais ce que c'était qu'une naissance, je savais ce que c'était qu'une salle d'accouchement, enfin, j'avais pas de souci avec ça, et pourtant, quand je me suis retrouvé dans l'expérience, j'ai absolument rien compris à ce qui se passait. Je voyais bien qu'il y avait des enjeux et des choses qui se passaient que je comprenais pas, et j'en ai été vraiment perdu de ça. Et en même temps, ça m'a mis en route pour me dire, t'auras d'autres enfants, et pour les autres, ça se passera pas comme ça, quoi. Et donc j'ai cherché, et je t'ai trouvé d'ailleurs, et j'ai appris ce que c'était, ce qu'on pouvait vivre à cet endroit-là pour pouvoir le vivre autrement. Oui, bah c'est vrai que c'est ça qui a fait notre rencontre et qui a fait ensuite que tu es là. C'est vrai. Le père, puisqu'on voit qu'il a cette relation d'amour qui fait que ce qu'il dit et fait est tout à fait entendu spécifiquement, il y a quelque chose qui, dans cette initiation, est se décentrer de soi. C'est-à-dire que de la même façon que la mère se décentrait d'elle-même sans se perdre, hein, c'est pas se décentrer pour se perdre, c'est se décentrer pour être en contact aussi avec son enfant, le père, sans se perdre, il va être aussi en contact avec la mère et avec l'enfant. Et je crois que ce décentrage, cette décentration plutôt, elle se fait parce que tout ce qui lui arrive dans les désagréments, dans les petites choses qui le heurtent, il les laisse de côté, il ne s'en occupe pas. Il a appris à s'en occuper précédemment, dans le premier trimestre en particulier, comme la mère, mais là il ne s'en occupe plus. Ce qui compte, c'est la mère, ce qui compte, c'est l'enfant. Lui, il accepte, il décide par amour de se mettre au second plan, ce qui ne veut pas dire mal se traiter, hein, pas du tout. Et donc, son initiation, elle va partir de ça. Cette capacité, qu'on appelle l'empathie, hein, à se décentrer pour prendre soin de l'autre qui est dans une épreuve difficile, que ce soit la mère ou l'enfant. Et cette chose, cet apprentissage qu'il fait, va produire, bien évidemment, lui aussi, un résultat dans cette initiation. Il va en bénéficier. Il va bénéficier, j'ose même le terme, d'une certaine sagesse, s'il vit ça pleinement. Et cette sagesse, elle est faite d'abord de lucidité. Lucidité, c'est accepter ce qui est. Et ce qui est, par exemple, techniquement, c'est que peut-être il y a besoin d'une césarienne, que la femme accepte plus ou moins bien, et que lui sait que c'est nécessaire, et donc l'accepte. Et parce qu'il l'accepte, la femme va mieux l'accepter. Et puis c'est aussi accepter tout ce qui n'est plus que physique, mais psychique, c'est-à-dire un petit peu les choses qui sous-tendent un petit peu, quelquefois, une certaine tension dans la salle d'accouchement, et parce qu'il les accepte, il va pouvoir être capable de les traiter et de mettre de la paix. Mettre de la paix dans la salle d'accouchement. Donc cette initiation, elle produit une certaine lucidité de ce qui se passe au niveau physique et psychique, et en tenir compte avec, par amour, mettre de la paix. Ça, c'est la lucidité. Mais il faut aussi de la force, du courage et de l'endurance. L'accouchement dure 10 heures,
ça va peut-être servir aussi après dans la parentalité, pendant les 20, 30, 40 ans, j'en sais rien. Et donc ça va donner de la force, qu'on appelle force, endurance, persévérance. Et ça va être aussi très important. C'est-à-dire que c'est les deux qui vivent l'expérience. Lui, il est là et il est obligé de suivre le temps de la femme et le temps de l'enfant, le temps de l'accouchement. Il y a un temps pour les choses et on ne peut pas forcer là-dessus. Et donc il faut de la persévérance, de l'endurance. Il y a aussi, il faut de la douceur. Bien sûr qu'il faut de la douceur. Comment est-ce qu'on peut accompagner une expérience d'amour, qui est la naissance, sans douceur? Il faut de la douceur quand on parle, il faut de la douceur quand on propose, il faut de la douceur quand les choses se passent de façon un petit peu chaotique, et pour en remettre de la douceur, donc il y a besoin de douceur. Et il faut aussi une dernière chose qui va être essentielle, c'est l'humilité. L'humilité, c'est savoir que on met tous ses efforts, on met toute sa force, tout son amour, et que le résultat est ce qu'il est. Que derrière ça, peut-être que la femme n'entend pas tout de suite, que ça ne va pas être efficace tout de suite. Il ne faut pas viser l'efficacité. Il faut viser, mettre tout son cœur dans l'expérience, avoir fait sa part, mais pas être, comme on l'est trop souvent, axé sur le résultat. Il faut qu'il y ait du résultat, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'on m'entende. Non, non, on est un peu en second plan dans l'humilité. J'aime bien cette image du père qui serait comme dans les réactions chimiques, un catalyseur qui permet la réaction, qui permet l'accouchement, qui permet la naissance. Et ce catalyseur, c'est l'amour. Moi, je peux témoigner aussi que, en tant que femme, dans l'instant de l'accouchement, un homme qui est dans cette attitude, c'est quelque chose d'extrêmement sécurisant, rassurant, et que c'est preuve d'amour, mais aussi de responsabilité. Et que ça, c'est vraiment important, alors au moment de l'accouchement, mais aussi sur toute la façon d'envisager la parentalité. On sait qu'on va pouvoir compter sur un compagnon qui sera là, amoureux, présent et responsable. Oui, c'est certain qu'après, ça va toucher tout ce qu'on est en train de dire, ça va toucher toute la parentalité. C'est-à-dire qu'on parle, en fait, on parle de préparation à l'accouchement, à la naissance, mais on parle à la parentalité aussi. Donc, on va ouvrir sur la parentalité. Et que je comprends très bien ce que tu dis, c'est que le fait d'avoir vécu ça dans l'accouchement, on dit « Ah, d'accord, dans des circonstances difficiles, je peux m'appuyer sur lui. » Et ça, c'est extrêmement sécurisant, en effet. Alors, bébé est né, il est là. Les premières heures avec lui sont des instants, on l'a vécu, précieux et intimes. Quels sont pour toi les buts de ces premiers instants, premiers jours de la période postnatale immédiate? Alors c'est vrai qu'une fois qu'il est né et que les choses se sont posées, que la femme est rallongée, il y a un instant de communion à trois qui a lieu très souvent et où c'est comme certains le décrivent comme une espèce de bulle où il n'y a plus que le père, la mère et l'enfant et même quelquefois on a l'impression qu'ils ne voient plus les professionnels et on les laisse dans cette espèce de bulle d'amour, on pourrait le dire, dans laquelle ils sont un certain temps qui peut durer de quelques minutes à quelques heures. Mais ensuite va commencer la période de ce que j'appelle le postnatal immédiat, qui va durer, on va dire, de 3 à 5 jours, ça va dépendre, et où là, il y a quand même 3 objectifs importants pour moi, et surtout pour la femme, plus que pour moi d'ailleurs. Le premier, c'est le repos. On a vu que dans l'accouchement, il y a des forces qui sont données, il y a un effort qui est fait, au-delà des efforts humains habituels, mais après, il y a un moment où il faut récupérer de tout ça. Et le postnatal, c'est fait aussi pour récupérer physiquement et psychiquement. Et donc, c'est absolument pas l'heure des visites multiples, des coups de téléphone, de la télévision, de tout ça. Parce que ça va perturber ce repos et ça va donc gêner ensuite les étapes suivantes, qui va être une étape, concomitante, puisqu'on est dans le postnatal. Il y a le repos physique, puis il y a aussi la digestion de l'initiation. Et la digestion de cette initiation, elle se fait pour moi selon 2 axes principaux. Le premier, c'est que quand on est au bout de l'accouchement, et tu le sais bien mieux que moi, il y a des choses qui se sont passées comme on voulait, on est content, et puis des choses qui ne sont pas passées comme on voulait, et où soit on se met en cause soi-même, soit on met en cause les professionnels, parce qu'on n'a peut-être pas bien compris ce qui s'est passé. Et donc on a besoin d'un temps de rêverie constructrice, de rêverie qui digère l'ensemble de l'expérience, avec comme objectif de s'apaiser avec les choses qu'on n'a pas compris, en posant des questions, mais en essayant d'éviter cette accusation de soi et des autres, parce que c'est préjudiciable à la relation. Et après, il y a aussi
j'allais dire, mémoriser l'initiation dont on a parlé tout à l'heure. C'est quelle expérience cette femme a pu faire et comment elle peut la marquer, l'écrire même, pour s'en souvenir. Parce qu'on se rend compte à quel point les choses sont volatiles dans l'esprit humain et quelquefois, les femmes qui ont fait ça, quand elles relisent à distance, 1 ou 2 mois après ce qu'elles ont écrit, elles se demandent même si c'est vraiment elles qui ont écrit ça, quoi. Et donc, mémoriser l'expérience pour la faire revivre et s'en servir, ça me paraît tout à fait essentiel. Et puis justement, on rentre dans la 3e partie qui est le début de la parentalité, c'est la relation à l'enfant. Et que donc, c'est là où on va mettre en route cette initiation. Tout ce qu'on a appris dans la grossesse, dans l'accouchement, dans la naissance, c'est là que ça va se faire. Et donc, il est important d'avoir mémorisé cette initiation pour savoir comment s'y prendre. Et là, il faut bien comprendre de quoi a besoin cet enfant qui vient de naître. Il a besoin d'être dans un monde sécurisant. Et ce monde sécurisant, il passe par la mère. C'est-à-dire, il arrive, on l'a dit à un moment, il arrive comme un pré-terrestre, il arrive sur Terre, équipé pour découvrir la Terre, mais il ne connaît rien à la Terre. Il est dans un monde qui est insécurisant. Ce monde devient sécurisant parce que la mère est sécurisante. Parce que la mère est comme une espèce d'interface qui, elle, vit dans le monde et vit avec son enfant. Et parce qu'elle elle se sent en sécurité, elle se sent dans le calme, dans la paix, l'enfant fait confiance à ce que perçoit cette femme parce que c'est sa mère. Et donc, plus on préserve la mère, plus à ce moment-là, elle se met en paix, plus elle est reposée, mieux ça vaut pour l'enfant. Il a besoin de ça. Et puis, il va avoir besoin de quelque chose d'autre, c'est qu'on lui parle. Et la parole pour l'enfant, on l'a vu, est très signifiante. Qu'on parle à l'enfant quand il est à l'intérieur du ventre, il reçoit l'information. Quand il est dehors, il reçoit l'information. Et donc, parler à l'enfant, ça fait partie de sa découverte du monde, avec bien sûr toute la sensorialité aussi de ses organes des sens qui vont se développer. Et cette sensorialité, elle va permettre de commencer à découvrir le monde. C'est-à-dire, c'est là où on va retrouver ce que j'avais appelé l'ingénieur en recherche et développement, qui va, à partir de ce qu'il a reçu dans cette sensorialité, faire des hypothèses, tester, avancer. Et on l'a déjà vu, mais il y a 2 choses qui sont importantes. C'est donc cette sécurité dont on parle et l'aspect dynamique. L'aspect dynamique, c'est l'aspect confiance dans le monde, envie de découvrir. Et donc dans le postnatal immédiat, c'est ça qui va compter dans cette relation à l'enfant pour lancer toute la parentalité. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais non, mon gros bêta, s'ils en avaient, ils marcheraient. Dans mon expérience, tout ça, c'est pas si simple. Même pour notre 3e enfant, où on s'était préparé et où j'avais le sentiment qu'on avait tout fait, en fait, la naissance, l'accouchement, ça a été rempli de surprises, de choses imprévues, il a fallu se réadapter chaque fois. C'est pas une ligne droite, tout ça. Tout à fait. Donc c'est vrai que ce qu'on a un peu inscrit, c'est quelque chose qui est un peu idéalisé, on va dire quand même. Mais j'allais dire, ce que je veux d'abord dire, c'est que tout ce que moi j'ai compris de la grossesse, de l'accouchement, du rôle du père, tout ça, et qu'on a construit ensemble ensuite, c'est beaucoup à partir de mes erreurs. Et donc j'ai essayé de comprendre comment j'aurais pu faire différemment. Et puis j'ai écouté les couples, j'ai écouté les femmes, j'ai écouté les hommes dans la façon dont eux, ils voyaient les choses. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai aperçu, et puis on l'a partagé ensemble depuis le début, comment est-ce qu'on pourrait envisager les choses de façon plus linéaire, peut-être, comme tu l'as dit, peut-être de façon un peu plus idéale, mais au moins ça donne un cap, ça donne une direction, et on va essayer d'aller dans cette direction. Mais si tu me demandes si moi j'ai vécu ça comme ça, dans l'idéal, non, bien évidemment, non. Ça n'existe pas, la perfection. Et je crois que justement, on rentre dans l'aventure humaine qui essaye de faire un effort, un pas en avant, et puis réussit une partie, réussit pas tout à fait l'autre, et du coup ça dynamise la suite. Donc c'est l'aventure de la vie en fait.